Et je suis maintenant avec Adrien Fernandez-Baca. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO de Cubine. C'est donc de la logistique à la demande. Vous venez de lever 35 millions d'euros pour votre nouvel entrepôt en région parisienne et votre expansion européenne. Mais d'abord, c'est quoi le principe de la logistique à la demande? Parce que c'est la première fois que j'entends ça. Alors déjà, on est sur le secteur donc, du e-commerce. Ouais. Derrière le e-commerce, une fois que les biens sont vendus, on a toute la brique logistique pour livrer donc les commandes aux clients finaux. Et donc nous, on va stocker les produits pour les marchands, emballer les commandes et ensuite s'assurer de la livraison jusqu'au destinataire final. Et donc le vendeur ne fait plus que vendre? Tout à fait, il se concentre sur ses produits, son marketing et ses canaux de vente. Mais c'est assez nouveau ça, non? Moi je pensais que les e-commerçants, bêtement, je ne m'étais pas posé la question, ils avaient tout en interne, quoi. Alors il y a plusieurs types de solutions, donc c'est ce que vous décrivez, c'est l'anomalie de marché, c'est-à-dire que la e-logistique c'est 15% du marché du e-commerce, et donc aujourd'hui on a deux types de solutions pour couvrir ce besoin. D'un côté on a les solutions logistiques des marketplaces, Ouais. qui vont avoir des niveaux de qualité, donc vitesse de livraison et niveau de compétitivité en termes de prix qui vont être excellents, et de l'autre côté on va retrouver des logisticiens plus traditionnels qui sont très peu consommateurs de technologie, qui standardisent très peu leurs opérations. Et le résultat, c'est des coûts qui sont élevés et des délais de livraison qui sont hauts. Donc avant Cubine, il n'y avait pas de solution neutre pour pouvoir avoir des tarifs compétitifs et une vitesse de livraison qui soit sur les standards du marché. Mais alors, comment vous fonctionnez concrètement? Avec quel type de e-commerçant? C'est quoi? C'est le petit commerce du coin qui fait son site internet ou c'est des plus gros acteurs de marché? Alors, on a tout type de clients. Donc, on va avoir comme clients donc, les e-marchands, mais aussi les marketplaces. D'accord. Donc ça va commencer sur le type de marchand que vous venez de décrire, donc des marchands qui se lancent en e-commerce, soit parce qu'ils ont déjà une activité physique, soit ils se lancent en tant que pure player. Et de l'autre côté, on va avoir des grosses marketplaces comme Rakuten, comme Miracle, comme Back Market, qui sont aussi clients. D'accord. Et donc vous faites à la fois le stockage, l'emballage, la livraison? Tout. Alors, on va travailler avec des solutions de transport plus traditionnelles comme Colissimo, colis privé, qu'on utilise pour effectuer la livraison. Mais derrière, on va se charger de monitorer toute la qualité sur toute la chaîne et d'allouer les commandes dans les bons réseaux de transport pour respecter des niveaux de qualité en termes de vitesse de livraison. Et c'est là où vous faites intervenir une technologie, j'imagine. Sur toute la chaîne. Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? Alors, donc, la technologie, elle est sur toute la chaîne. Elle commence tout en amont, donc à la réception des produits. Donc, on va identifier les produits de manière unique. Ensuite, on a de la technologie pour pouvoir les stocker au bon endroit dans l'entrepôt, pour réduire les délais, pour aller récupérer les produits quand les préparateurs préparent les commandes. Et ensuite, pareil, des technologies pour faciliter l'emballage. Et ensuite, sur l'aspect transport, donc là, c'est ce qu'on appelle Carrier Predict, qui sont nos algorithmes en fait, d'allocation de transport en fonction des besoins des marchands, en fonction des niveaux de qualité qui sont mesurés chez les transporteurs, pour pouvoir offrir la meilleure solution du marché. Bon, vous m'avez parlé de préparateur, ça veut dire que c'est pas tout robotisé, tout informatisé. Alors tout n'est pas encore automatisé. Aujourd'hui, au sein de nos entrepôts, donc on est à 25% d'automatisation. Ouais. Donc on a. Je me rends pas compte, c'est beaucoup pour un entrepôt, 25% d'automatisation. C'est le début. Ça me paraît très peu. Après, c'est déjà beaucoup plus que ce qui se fait chez les logisticiens plus traditionnels. Ouais. Mais donc du coup, c'est vraiment la première brique d'automatisation. Et derrière, donc on a des plans d'automatisation de nos entrepôts pour monter progressivement de 25 à 85% en automatisant du coup le stockage des produits, le picking des produits, et il y a une partie qui va mettre un peu plus de temps à être automatisée, c'est celle de l'emballage. Alors, moi je voyais que vous promettez 30% de coûts logistiques, enfin une baisse de 30% des coûts logistiques. Comment vous faites pour avoir une telle différence de baisse? Enfin, ça me paraît 30%, ça me paraît énorme. Alors, c'est l'utilisation de la technologie et de la standardisation au sein de toutes nos opérations. C'est juste ça qui permet de rationaliser les coûts à un moment? Tout à fait, de rationaliser les coûts, d'atteindre des niveaux d'échelle aussi, qui nous permettent derrière d'avoir des tarifs qui sont très compétitifs, que ce soit au niveau de notre performance opérationnelle dans les entrepôts, mais aussi au niveau transport. On a l'impression que les logistiques de marketplace et les logisticiens traditionnels font des métiers qui sont très proches, mais il y a des modes opératoires qui sont très différents. Et juste à titre d'exemple, si on prend le coût moyen par commande payé par une grosse marketplace comme un Amazon ou un Cdiscount, comparé au coût d'un logisticien plus traditionnel, on a des écarts d'à peu près 40 à 45%. Si on prend toute la chaîne. Exactement. C'est dingue. Mais alors là, on parle des coûts, mais après, il y a aussi toute la question des délais. Comment est-ce que là, vous assurez des performances qui sont les mêmes que celles de vos gros concurrents ?
On va se rapprocher des performances d'Amazon en termes. En fait, on mesure ça sur un niveau de respect de promesse de livraison. Ouais. Donc nous, ce qu'on vend, c'est du 2 jours, de la livraison en 2 jours, de la livraison en 1 jour. Et donc on est très proche d'une promesse de bout en bout à 95%, là où le marché est aux alentours de 86 à 87%. Et en temps de confinement et de Covid, on peut descendre facilement en dessous des 70%. Quand les réseaux sont très saturés et que le marché souffre pendant le confinement. Et justement, j'imagine que vous, l'impact de la crise, vous le voyez direct. Comment vous regardez ça ? Vous mesurez ces effets-là ? C'est assez immédiat. On a des équipes data qui constamment font ce qu'on appelle des forecasts de volume. Et donc, évidemment, on voit empiriquement qu'à chaque confinement, il y a une accélération qui est très forte, qui n'est pas immédiate. Elle prend quelques jours avant qu'on prenne conscience un peu de ce qui se passe et que les attitudes et les comportements de consommation évoluent très fortement. Mais ce qu'on a vu, nous, depuis le début, donc c'était déjà il y a 1 an, depuis mars 2020, on voit vraiment un changement structurel des habitudes de consommation et une ruée vers le e-commerce. Et c'est ce qui explique, je pense, la croissance de 37% du marché du e-commerce sur l'année 2020. Ouais. Là, on était plutôt à 10-11% les années précédentes. Et du coup, toute cette data que vous accumulez depuis 1 an vous permet de prévoir à chaque nouveau confinement votre activité et les répercussions que ça va avoir ? Tout à fait, on est capable d'anticiper. C'est ce qui nous permet d'avoir le bon nombre de personnes dans les entrepôts. Et donc ça, c'est des composantes de la qualité qui sont très importantes, parce que si vous avez 20 ou 30 personnes en moins, derrière, ça va influer directement sur vos niveaux de qualité et votre capacité à expédier toutes vos commandes le jour même. Votre potentiel de marché, il est énorme, j'imagine, parce que si là, on est sur une croissance du e-commerce de 37% et qu'on se dit que la tendance va quand même continuer à croître. Tout à fait. Donc déjà, juste si on se calait sur la croissance du e-commerce, ce serait bien. ce serait pas mal, mais c'est pas suffisant pour nous. 37%, nous on a fait x8 l'an dernier en termes de croissance. Ah ouais. Donc c'est un marché. Vous existez depuis quand, pardon ? On existe depuis 5 ans, mais notre offre de fulfillment existe depuis 1 an et demi. D'accord. Le fulfillment, c'est toute la chaîne, c'est ça ? Toute la chaîne, tout à fait. Et donc on est passé donc de 30 millions de gross merchandise value, donc valeur de marchandises transportées, qui était à peu près de 30 millions en 2019 à 250 millions en 2020. Donc croissance très forte. Et donc en termes de potentiel de marché, pour nous, la e-logistique en Europe, c'est 45 milliards. Donc c'est un marché qui est gigantesque, qui est en très forte croissance. Comme je disais tout à l'heure, 15% du e-commerce va directement dans la e-logistique. Donc quand le e-commerce prend 37% en France, la e-logistique, naturellement et mécaniquement, prend aussi 37%, si ce n'est plus. Et donc c'est pour ça que vous avez levé 35 millions d'euros là, cette semaine, et que vous avez l'intention de vous déployer à l'international. Vous n'y étiez pas du tout, vous aviez quand même attaqué quelques pays ? Alors on opérait depuis un centre logistique qui est situé donc en Île-de-France. Ouais. On a déjà 60% de nos marchands qui sont des marchands internationaux. On a beaucoup de marchands qui veulent adresser le marché européen, des marchands américains, des marchands asiatiques, qui veulent du coup adresser ce marché européen. Et aujourd'hui, en termes d'expédition, on fait 85% de nos envois directement vers la France, mais déjà 15% à l'international. Et notamment sur les pays limitrophes, dont l'Espagne, qui est notre prochain pays qu'on va ouvrir d'ici quelques semaines. On a aussi de très gros volumes sur l'Italie, sur la Belgique, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui sont des pays qu'on va ouvrir très prochainement, en tout cas dans les 18 prochains mois. Et vous allez avoir un nouvel entrepôt aussi qui là sera plus automatisé, c'est ça ? Tout à fait. Donc on déménagera notre entrepôt d'ici la fin de l'année pour basculer sur un entrepôt de 25 000 m² qui progressivement du coup sera automatisé à hauteur de 85% du flux. Et on ouvre aussi un entrepôt de 10 000 m² en Espagne là d'ici quelques semaines pour pouvoir lancer le marché espagnol et accompagner nos marchands donc déjà français qui veulent ouvrir de nouveaux marchés à l'international. Et il va y avoir un effet sur le marché des entrepôts aussi, non ? Parce qu'à un moment, ça va devenir une denrée rare. Alors, c'est déjà une denrée rare à l'achat. Ouais. Il y a une très grosse saturation du marché sur l'achat. Aujourd'hui, à la location, on a pas mal d'entrepôts qui sont disponibles. Mais c'est vrai que si on regarde le marché américain, il n'y a plus aucun entrepôt, ni à la location, ni à l'achat. Donc il y a une énorme tension sur ce marché. C'est aussi ce qui explique que Amazon transforme des anciens magasins en entrepôts pour pouvoir suivre cette croissance très forte du e-commerce. Et donc je pense que ce qu'on voit aux États-Unis est le présage de ce qu'on devrait voir d'ici quelques années en Europe. Merci beaucoup Adrien Fernandez-Baca. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Qubin. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.